Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les faits saillants. La République de Djibouti accueillera prochainement le grand ijtima des fidèles musulmans. Et rupture des relations diplomatiques entre Riyad et Téhéran. Passons au développement de ces nouvelles. Djibouti apporte son soutien à Riyad. La République de Djibouti a, dans un communiqué publié aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, condamne les attaques menées contre l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Téhéran et le consulat saoudien à Mashhad. Djibouti souligne que ces attaques sont une transgression des conventions diplomatiques et des normes internationaux. Le communiqué précise également que les autorités iraniennes ont la responsabilité de respecter leurs obligations de protéger et préserver les missions diplomatiques et assurent la sécurité de ses membres. Il convient de prendre les mesures juridiques dissuasives nécessaires contre les agresseurs, ajoute le communiqué. La République de Djibouti confirme ainsi dans le même temps sa solidarité avec le Royaume et son plein soutien à toutes mesures prises pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme et maintenir ainsi la sécurité et la stabilité. Sans transition, Riyad rompt donc ses relations diplomatiques avec Téhéran. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a annoncé hier la rupture des relations diplomatiques de l'Arabie Saoudite avec l'Iran. Riyad a donné 48 heures au personnel de la mission diplomatique iranienne pour quitter le territoire saoudien. Aslam Mahmoud nous en dit plus. Et l'Arabie Saoudite donc a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l'Iran. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir. Cette décision fait suite à l'exécution de 47 extrémistes, dont un dignitaire chiite, par le gouvernement de Riyad, ce qui a provoqué la colère des autorités iraniennes. Des nouvelles manifestations, donc après les exécutions dignitaires, des exécutés sont des Saoudiens et les deux autres sont de nationalité égyptienne et tchadienne. Riyad a demandé au personnel de la mission diplomatique iranienne et aux administrations qui lui sont rattachées en Arabie Saoudite de quitter le territoire dans un délai de 48 heures. L'Arabie Saoudite est déterminée à ne pas laisser l'Iran affaiblir sa sécurité nationale, a affirmé le ministre saoudien. Des manifestants iraniens ont envahi l'ambassade d'Arabie Saoudite à Téhéran dans la nuit de samedi à dimanche, après l'exécution dans le royaume saoudien de 47 condamnés. Ces attaques, ainsi que celle du consulat saoudien dans la ville iranienne de Mashhad, constituent une violation flagrante de toutes les conventions internationales, a déclaré Adel Al-Jubeir en accusant les autorités iraniennes de n'avoir rien fait pour les empêcher. Retour à Djibouti où le grand rassemblement religieux des fidèles musulmans, l'Ijtima, est prévu dans 2 semaines. Le ministre de la Culture et des Biens Waqf, Aden Hassan Aden, a effectué ce matin, en fin de journée, une visite d'inspection du nouveau site qui doit accueillir prochainement la grande prêche annuelle appelée Ijtima et pour lequel se regroupent des fidèles venus des différents horizons. Le site choisi se trouve au poste kilométrique numéro 23 ou PK23 dans la banlieue de Balbala. Un tel ijtima se déroule une fois par an à Djibouti et permet ainsi à des milliers de fidèles musulmans de se rassembler, de prier, de se recueillir. Il se déroulait auparavant dans la grande mosquée située à proximité de la maternité de Dar al-Hanan. Des fidèles de très nombreux pays riverains dans l'Éthiopie, la Somalie, le Kenya ou l'Ouganda se déplacent à Djibouti pour ce grand rassemblement de prières et de recueillement, mais ils viennent de plus loin encore, du Pakistan ou d'Égypte notamment. Le ministre de la Culture et des Biens Waqf, Aden Hassan Aden, a indiqué que ce site a été choisi afin d'assurer la sécurité des fidèles et ce sera aménagé en conséquence pour que toutes les facilités soient octroyées aux fidèles. Le site couvre une superficie de 1700 mètres carrés. Cet événement religieux doit se dérouler dans 2 semaines environ. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Culture et des Biens Waqf.
Dans le reste de l'actualité, le syndicat du personnel de la presse et de l'audiovisuel de Djibouti, en collaboration avec l'UNESCO, a organisé ce matin un atelier de formation pour les journalistes en charge des dossiers d'investigation. Cet atelier prévu sur 2 jours doit permettre à des jeunes journalistes de savoir mener une véritable enquête, de protéger leurs sources et d'éviter tous les pièges dans lesquels ils peuvent tomber en accusant notamment sans preuve ou sans fondement. De nombreux jeunes sont de plus en plus attirés par ce noble métier. Était présent à l'ouverture de cet atelier la présidente du syndicat, Mme Aïcha Mohamed, le trésorier du syndicat, M. Abdillahi Hadi, le directeur adjoint de l'information de la RTD, Omar Ali Ige, l'animateur de cet atelier, Franck Ayawassa, et de très nombreux journalistes issus des différents organes de presse, ceux et celles représentant la RTD, les journaux La Nation, Al-Qarn, Djibouti Post et d'autres journaux indépendants. Tous ont voulu profiter de cette formation qui va aborder les bases de l'enquête journalistique, les techniques de collecte des informations et enfin les spécificités de l'enquête pour la télévision ou la presse écrite. Le coordinateur du bureau de l'UNESCO à Djibouti, Youssef Elmi, s'est félicité de la tenue d'un tel atelier qui doit mieux former et outiller les jeunes journalistes. Écoutez l'animateur de cet atelier, Franck Ayao. Très pratique, pragmatique et également très attentif à vos sollicitations, puisque selon la présidente, c'est une initiation et c'est pas facile. Je vous encourage, comme l'a dit Madame la Présidente, à être assidu, à être attentif. Et justement, écoutez, la présidente du syndicat du personnel de la presse et de l'audiovisuel de Djibouti, Aïcha Mohamed, elle s'est déclarée très ravie de la tenue d'un tel atelier et heureuse de procéder à son ouverture. Elle a demandé à tous les participants de profiter d'une telle formation et de suivre les cours et discussions avec passion et assiduité. C'est un grand honneur, avec une immense joie, que nous procédons aujourd'hui au lancement d'une session de formation en investigation journalistique. Si nous revenons sur l'historique de notre syndicat, nous avons organisé plusieurs ateliers de formation avec le peu de moyens que nous disposons. Les statuts et la charte de notre organisation prévoient d'œuvrer pour le développement des ressources humaines. Bien sûr que c'est à travers le renforcement des capacités professionnelles de membres des syndicats, mais aussi de tous les journalistes djiboutiens. C'est pourquoi nous avons fait de la formation une de nos priorités. L'atelier d'aujourd'hui, inscrivant dans cette cadre, a une importance particulière, car c'est le premier du genre à Djibouti. Nous regrettons que la durée de 2 jours soit très courte pour un thème si essentiel et aussi important, destiné à des novices dans ce domaine. Pour cette raison, nous souhaitons que ces 2 jours soient profitables pour les participants. Donc, je déclare ouvert les travaux de cet atelier. Également dans l'actualité, fin du stage de formation pour les filles pongistes. La Fédération nationale de tennis de table a procédé hier après-midi à la clôture du stage de formation destiné aux jeunes filles. Ce stage s'est déroulé sous la houlette du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Cette formation a été dispensée par 2 expertes, Carole Grudit, experte de la Fédération internationale de tennis de table, et Chloé Silès, experte de l'association Ping-Pong Sans Frontières. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme de promotion et développement de la pratique de cette discipline. Elle vise surtout à augmenter l'effectif féminin des pongistes. Le directeur du sport au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le président de tennis de table et les 2 expertes ont préparé la cérémonie de clôture. Un match de gala en outre opposé tour à tour, un champion djiboutien aux 2 expertes. À l'issue de la cérémonie de clôture, des attestations ont été remises aux jeunes filles qui ont bénéficié de cette formation qui a duré 1 semaine. Elles ont acquis des notions théoriques et techniques nécessaires au développement du tennis de table. Française, et le vendredi on a fait des matchs. Grâce à eux, on a appris beaucoup de choses. Grâce à eux, on a appris beaucoup de choses. C'est Carole et Chloé. Je remercie les 2 expertes françaises. Je remercie la Fédération djiboutienne de tennis de table et le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport.
Et après Hayablé, les jeunes de PK12 ont lancé à leur tour une campagne de sensibilisation sur la paix. Ils sont rentrés dans chaque foyer du quartier pour expliquer l'utilité de la paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Ils ont aussi échangé avec toutes les couches sociales pour consolider la paix nationale qui est la base du succès et des retombées positives de tous les grands projets en cours dont les jeunes seront les premiers bénéficiaires. Après les rencontres et les échanges avec la population du quartier T3 de Belbela, cette campagne est très profitable, surtout les jeunes qui sont l'avenir du pays. Ce genre de campagne va se dérouler donc dans chaque quartier ainsi que dans les régions de l'intérieur du pays. Actualité à présent hors de nos frontières. 2 extrémistes juifs israéliens ont été inculpés hier pour le meurtre d'une famille palestinienne survenue en juillet dernier. Explication. Par ailleurs, des charges ont été prononcées aujourd'hui contre des autres membres de ces groupes pour des actes graves motivés par une idéologie nationaliste et raciste. Nous pensons qu'ils sont dangereux et avons demandé leur arrestation. Pour la famille des victimes, ces inculpations arrivent bien tard, 5 mois après les faits. Les frères du père de famille assassiné témoignent de sa méfiance envers la justice israélienne. Nous voulons que la justice israélienne soit juste cette fois avec les Palestiniens, même si c'est seulement pour une fois. L'attaque remonte au 31 juillet dernier, des hommes masqués avaient lancé des cocktails Molotov sur la maison de la famille Dawabsha en Cisjordanie. Récemment, une vidéo diffusée dans les médias israéliens montrait de jeunes extrémistes juifs célébrant la mort du bébé de la famille brûlé vif dans l'incendie criminel. Plusieurs ONG ont dénoncé ces derniers mois le laxisme des autorités face aux colons israéliens. Le meurtre de cette famille est considéré comme l'un des déclencheurs de la nouvelle vague de violence entre Palestiniens et Israéliens qui a fait près de 60 morts depuis cet automne. Et en Suède, le gouvernement suédois a décidé de rétablir le contrôle aux frontières pour limiter l'afflux des réfugiés. Cette décision a été prise pour mieux contrôler l'afflux des demandeurs d'asile venant du Danemark. Le point dans cette séquence. Pour éviter que les passagers des déplacements intérieurs ne soient mélangés aux autres, ils resteront d'un côté de la barrière et ceux en provenance du Danemark resteront de l'autre côté. Ces derniers seront contrôlés, explique Bold Gila, directeur des opérations de la police de Malmö. Du côté danois du pont Øresund qui relie Malmö à Copenhague, les usagers font la grimace. Ces contrôles risquent de perturber le trafic ferroviaire, mais aussi sur les ferries et même le trafic aérien. La Suède a vu près de 63 000 personnes déposer une demande d'asile en 2015, rapporté à la population qui est officiellement près de 10 millions d'habitants. C'est le chiffre le plus élevé de l'Union européenne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous pour le focus, c'est juste après la pause. La Direction générale de la population et de la famille vous informe que conformément au décret présidentiel numéro 345/2015 du 27 décembre 2015 limitant au 31/12/2015 la procédure d'échange de la carte d'identité nationale est reportée pour le jeudi 30 juin 2016. Par conséquent, la validité des anciennes cartes nationales d'identité prendra fin le 30 juin 2016. La direction de la CNSS porte à la connaissance des assurés sociaux que les soins dispensés au niveau de toutes les structures sanitaires publiques leur seront désormais accessibles. Un guichet CNSS sera disponible 7 jours sur 7 pour l'accueil et l'information des assurés qui devront se présenter munis de la carte biométrique de la sécurité sociale. Les malades bénéficieront du tiers payant, c'est-à-dire qu'ils sont exemptés de toute avance des frais de soins sur les actes de consultation curative, enfants et adultes, effectués par un médecin généraliste ou spécialiste, les analyses médicales, les examens de radiologie, les accouchements simples ou par césarienne, la délivrance des médicaments essentiels figurant sur la liste nationale des médicaments, les hospitalisations avec ou sans intervention chirurgicale. La CNSS se charge de rembourser les frais d'actes de soins consommés sur la base des tarifs fixés par l'arrêté numéro 2015/795/PR/MTRA du 10 décembre 2015.
Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des peaux mat à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. Pour célébrer la nouvelle année 2016, le groupe Abou Ahmed a le plaisir d'annoncer à ses clients des réductions sur l'ensemble de la gamme complète d'appareils électroménagers à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 janvier 2016. Ivory Jet Service, depuis son terminal exclusif à Djibouti, vous permet de réserver 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 vos vols business et VIP vers toutes les destinations d'Afrique, du Proche-Orient et du monde. Voyager sur notre flotte vous apportera sérénité, confort et sécurité. Tous nos vols sont aussi disponibles pour vos évacuations sanitaires d'urgence vers des hôpitaux les plus performants du globe. Ivory Jet Service, et le monde est enfin à vous. Voyager sur notre flotte vous apportera sérénité, confort et sécurité. Tous nos vols sont aussi disponibles pour vos évacuations sanitaires d'urgence vers des hôpitaux les plus performants du globe. Ivory Jet Service, et le monde est enfin à vous. Place maintenant au focus. Nagat Fouad m'a rejoint. Bonjour Nagat. Bonjour Asma. Alors dans ce focus, nous irons en Libye où l'État islamique s'est emparé de la grande ville stratégique de Ben Jawad. Effectivement, donc l'organisation de l'État islamique a continué son implantation le long des côtes libyennes. L'État islamique s'est emparé aujourd'hui de la ville de Ben Jawad aux portes du croissant pétrolier, une région dotée de plusieurs terminaux pétroliers. Le 14 décembre dernier, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'était inquiété de la progression de l'organisation de l'État islamique en Libye. Une crainte fondée. Lundi 4 janvier, les djihadistes ont pris le contrôle de la ville côtière de Ben Jawad à une centaine de kilomètres de Sirte. Ben Jawad est une ville stratégique parce que elle se trouve aux portes du croissant pétrolier, une région pétrolière qui comprend les terminaux d'El Cedra et du Ras Lanouf et Bedra, les plus importants en fait du Libye. C'est de cette région que s'exorte de temps normal la majeure partie de production brute libyen, 1,6 million de barils par jour à son maximum. Un mot sport. Voilà, effectivement, donc on va parler du sport. Et Monaco dévore le petit poussé service minimum pour l'île Saint-Étienne à une bonne étoile. Elle s'appelle Stéphane Ruffer. C'est que les Verts étaient bien embarqués dans une séance de tir au but qui leur a échappé. Le portier de Verts a d'abord pu compter sur sa baraka dans cet exercice CC. Et c'est ensuite son talon et une belle horizontale sur la dernière tentative de Roder qui ont permis aux Verts de s'en sortir et de se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France. Malgré une nette domination de l'AS, s'est fait en fait surprendre sur l'une des plus rares incurrections de Raon l'étape. Elle est passée à 2 doigts du correctionnel, mais a assuré l'essentiel.
Et les buts, concernant les buts, Grinder à 32e minute et 54e minute marqué 3 buts. Et Bordeaux, un petit miraculé bousculé par Fréjus est mené par le score. Et pour terminer l'insolite de la journée, la belle histoire du jour. À 95 ans, il reforme son ancien groupe de jazz. Edouard Hardy s'ennuyait dans sa maison en retraite. Il a décidé de passer une annonce pour trouver les partenaires de musique afin de l'accompagner en piano et pour fonder à nouveau un groupe de musiciens. Il continuait à jouer le piano mais seul, il s'ennuyait. Edouard Hardy, un vétéran de l'armée britannique, contraint de rejoindre une maison de retraite pour recevoir de l'action et des soins dont il a besoin. Il s'est retrouvé des compagnons de musique à 95 ans. Il a raconté ça sur Internet. Merci Nagat Fouad pour ces éclairages et ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur notre antenne.